Dans l'intimité de l'histoire. Alors aujourd'hui, Clémentine, on éteint donc la lumière pour vous faire plaisir. Vous racontez comment dans l'histoire, on a constamment tenté de venir à bout de l'obscurité totale qui posait bien des problèmes, même des problèmes de sécurité. Bien sûr. Pourquoi les gens se couchent-ils tôt au Moyen-Âge, à votre avis? Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, non plus. Il n'y avait pas la télévision. Vous ne pouvez pas regarder Jean-Luc Lemoyne par l'histoire. C'est à peu près ça. En fait, c'est parce que comme les chandelles coûtent très cher, évidemment, plus vous couchez tôt, plus vous économisez les chandelles. C'est ce qu'on appelle faire des économies de bouts de chandelle. Et c'est rigolo que l'expression soit parvenue jusqu'à nous. Elle est fort ancienne. Et le dernier membre de votre famille qui va se coucher, il mouche, soit avec on en a parlé l'autre jour, un petit instrument qui permet d'écraser la mèche. Il mouche la dernière chandelle ou il la couvre, cette dernière chandelle, il couvre le feu, ce qui évidemment a donné le mot couvre-feu. Et la nuit venue, dans les villes, encore plus dans les villages, l'obscurité est complète. Les rues deviennent le royaume des malandrins et autres coupe-jarrets. Et l'insécurité est telle dans les rues qu'à la demande des Parisiens, on va créer en 1254 le premier guet des métiers. Alors ça me fait rire cette histoire parce que c'était des équipes de 60 volontaires qui étaient chargés d'assurer la sécurité de la ville et ça fonctionnait sur la base du bénévolat, enfin pas vraiment du bénévolat, vous étiez obligé d'y aller, mais tout le monde si vous voulez. Donc toutes les 3 semaines, et là on pourra en prendre de la graine par les temps qui courent, toutes les 3 semaines, chaque Parisien doit assurer une nuit de présence avec les membres de sa corporation. Alors à la tombée du jour, vous alliez au Grand Châtelet. Le Grand Châtelet, c'est là où il y a aujourd'hui le théâtre du Châtelet, près de la cité Notre-Dame, c'est dans ce coin-là. À l'époque, c'était là où il y a eu la police. Oui, tout à fait. Il y avait une forteresse et une prison et la police. Donc vous allez là, une fois toutes les 3 semaines, et puis vous assurez, alors il y a différents services, soit vous gardez les prisonniers, soit vous luttez contre les incendies, ou justement vous participez aux patrouilles dans les rues malfamées de la capitale. Normal, ça c'est une forme de bénévolat citoyen, si vous voulez. Bon, alors les citadins, évidemment, vont vite se lasser de cette charge. Il y a les corporations qui ont de l'argent. Évidemment, c'est comme pour le service militaire. Donc là, vous payez les autres. Exactement, vous dispensez de la corvée. Mais ceux qui ne viennent pas, c'est ce qui a été un gros problème, parce qu'évidemment, très vite, l'absentéisme est devenu d'autant plus chronique qu'on demandait aux Parisiens d'effectuer cette corvée jusqu'à 60 ans. Donc évidemment, ils n'étaient pas contents. Et alors, du coup, on a essayé d'assouplir le système en disant, écoutez, si vous ne pouvez pas venir, faites-vous remplacer par une femme de votre famille, payez une amende. Mais ceux qui étaient trop récalcitrants étaient dépossédés de leurs biens ou alors faisaient un petit séjour en prison, histoire d'affûter leur sens civique. On ferait un truc comme ça maintenant pour les poubelles. Vous voulez pas aller aider là pour les poubelles? Et hop, en prison. Bon. Écoutez, c'était normal en même temps. Paris était un coupe-gorge, il fallait bien trouver des solutions. Songez qu'au Moyen-Âge, à Paris, il y avait 3 lanternes. Une près de la tour de Nesle pour que les bateaux repèrent qu'ils étaient en train de rentrer dans Paris. Une justement à cette forteresse du Châtelet. Et puis une au cimetière des Saints Innocents. C'était quand même très très sombre. Alors dans les grandes villes, les échevins, les maires et les petites villes, on demande aux citadins de mettre des chandelles à la fenêtre de leur maison. Mais c'est beaucoup trop cher. Enfin, comment voulez-vous qu'on fasse ça? On peut pas, on n'a pas d'argent. Alors la ville retombe dans le noir et les brigands se multiplient. Et dans la crainte d'être assassinés, les gens restent chez eux. Alors la véritable révolution, la chose est connue, viendra de Louis XIV avec son fameux conseil chargé des améliorations et le choix surtout d'un certain Larénie comme lieutenant de police. Alors là, ça devient extraordinaire parce que au signal donné par une cloche, 2730 lanternes s'allument dans les 912 rues de Paris. Et Larénie a quand même pensé fort intelligemment qu'il faudrait supprimer l'éclairage pendant la durée du clair de lune. On songe quand même aux deniers publics, c'est bien. Enfin, évidemment, les gens se plaignent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a trop de clarté, cette lumière est éblouissante. Les gens, en plus, ne travaillent plus, parce qu'autrefois, ils restaient chez eux, ils travaillaient, mais enfin, maintenant, ils sortent jusqu'à pas d'heure. Et puis, il y a toutes les petites magouilles autour de l'éclairage. Par exemple, il y avait des allumeurs de lanternes qui perçaient un petit trou dans la lanterne à mi-hauteur. On y introduisait quelques gouttes d'eau
Et puis on recouvrait le tout avec un peu de suif. Le suif, ça coûte pas cher parce que c'est de la graisse animale, donc alors que la cire d'abeille c'est cher. Donc on cachait le trou avec du suif. Et donc quand la chandelle brûlait et qu'on arrivait à l'eau, elle s'éteignait. Donc là vous récupériez la chandelle. Et puis comme ça aussi, on faisait des petites économies de bouts de chandelle. On récupérait des chandelles trafiquées, si vous voulez. Alors heureusement, il y a quand même en ville quelques porteurs de falot. Qu'est-ce que c'est qu'un falot? C'est une grosse lanterne. Alors ce sont des gens qui portent une grosse lanterne au bout d'un bâton, et puis quand vous voulez aller d'un point à un autre la nuit, il vous accompagne, vous lui donnez une petite pièce, et puis donc tous les noctambules ont affaire aux porteurs de falot. Vous voyez, donc il y a des tas. Après, évidemment, l'éclairage public s'est considérablement amélioré, bien sûr, les chandelles, les lanternes à huile, auxquelles on a ajouté un réflecteur de métal, et puis pour empêcher l'huile de geler en hiver, on mettait une tige de fer qui lui communiquait la chaleur qu'elle prenait à la flamme, comme ça l'huile ne se figeait pas. Tout ça, c'est vraiment d'une ingéniosité extraordinaire. Mais là aussi, les critiques fusent. La lumière, c'est trop vive, ça fatigue les yeux des passants, puis ça éblouit les cochers, les chevaux. À ce stade, on se dit, il n'y aura pas mieux, de toute façon. Et puis si, il y a quand même l'éclairage au gaz, dont le Bon prend le brevet en 1799, mais enfin, le gaz, mais ça va exploser, tout ça. Et puis l'électricité, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est livide, c'est blafard, oh, c'est moche. Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que vous avez remarqué que c'est quelle que soit l'époque, les Français râlent contre l'absence de lumière, contre la cherté des chandelles, la brillance des réflecteurs, le danger du gaz et la tristesse de la lumière électrique. Alors aujourd'hui, on trouve ça trop cher et on se replonge dans le noir. Oui, on se croirait au Moyen-Âge. Vous voyez que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Merci beaucoup Clémentine. Passionnant. Alors, tout à l'heure, j'ai donné une citation à l'envers. Donc je vais vous la donner à l'endroit. Clémenceau disait « La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » Voilà. Et maintenant, chers auditeurs, c'est le moment de l'émission le plus lumineux. Oh, écoutez, merci. C'est vrai que je vais laisser la parole à la lumière. On passe de l'ombre à la lumière avec Jean... J'ai pas besoin de parler tout le temps non plus. Jean-Luc Lemoyne. Et oui, c'est vous qui prenez la main pour le quiz Burn to be Alive. Mais Luc, ça veut dire lumière, vous savez. Oui. Ouais, donc, c'est voilà. beau. Tout est raccord. Oui.